Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Stadium de Toulouse pour un anniversaire, celui du Toulouse Football Club qui fête ses 80 ans cette année. 8 décennies de football sur lequel France 3 Occitanie a décidé de se pencher avec cette émission spéciale. Nous sommes ensemble pendant une petite heure avec de nombreux invités, des hommes et des femmes qui ont marqué ou qui marquent encore l'histoire du club. Nous reviendrons bien sûr également sur les grands événements de ces 80 ans de football à Toulouse avec des archives mémorable. Et puis, nous retrouverons tout au long de cette émission également Christophe Nédart qui nous fera découvrir les lieux qui rythment la vie du club toulousain. Voilà pour le panorama de cette heure à venir. Mais tout d'abord, pourquoi avoir choisi ce week-end pour fêter cet anniversaire ? Le TFC est officiellement né un 20 mars, c'était en 1937. Mais si les dirigeants du club ont choisi ce week-end d'avril pour souffler ses 80 bougies, c'est parce que demain aura lieu ici l'un des matchs phares de la saison, la venue de l'Olympique de Marseille. Toujours un moment particulier avec un stadium qui sera plein à craquer. Alors pour se mettre tout de suite dans l'ambiance, voici les enjeux sportifs de ce match. Pas comme les autres, Serge Djian. Les Toulouse-Marseille ne sont pas des rencontres comme les autres. L'affiche remplit souvent le stadium, d'autant que de nombreux Toulousains viennent encourager l'OM. Les deux équipes vont se retrouver 3 mois après ce match de Coupe de France perdu par le TFC 2-1. Ce jour-là, Rémi Cabella donne l'avantage aux Phocéens. Jimmy Durmaz égalise, 1 partout à la fin du temps réglementaire. Marseille s'impose durant les prolongations. Au stadium, l'historique des confrontations est légèrement en faveur des Violets. Cependant, il faut remonter à 10 ans pour trouver une victoire contre l'OM en championnat. L'événement s'est en revanche produit en Coupe de la Ligue l'an passé, un succès 2-1 avec des buts de Ben Yedder et de Braithwaite. Ce match anniversaire est important pour deux équipes lancées dans le sprint final à 7 journées de la fin. 10e, Toulouse compte 7 points de retard sur Marseille, accroché à la 5e place qualificative pour la Ligue Europa. Je pense qu'on est bien classé en ce moment, mais on peut faire mieux, comme je l'ai dit, sur les performances à l'extérieur. Donc voilà, c'est ces petits points, des occasions qu'on manque ou bien un manque de rigueur défensive qui font qu'on n'a pas pu chercher une meilleure place aujourd'hui. Mais au niveau des points, c'est encore atteignable, donc on va essayer de chercher une petite place européenne. Le 8 janvier dernier, la température glaciale n'avait pas refroidi les ardeurs des supporters marseillais. Après quelques jets de pétards, la sécurité avait dû intervenir. Espérons que demain, rien ne vienne gâcher la fête. Et à tout seigneur, tout honneur, nous commençons avec notre premier invité, Jean-François Soucas, président délégué du TFC. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors on avait demandé à Olivier Sadran, président propriétaire du club, d'être avec nous. Il n'a pas pu se libérer, mais ça nous offre la grande joie de vous avoir. La grande joie aussi de revoir quelques images, parce qu'avant d'être dirigeant de ce club, vous avez été joueur ici au TFC entre 91 et 95. Et là, on va vous voir, c'est vous qui avez le ballon là. Vous allez être passeur décisif. C'était contre Nîmes en 1994. Je vais signaler également que vous avez été international junior et espoir. Autant dire que vous savez de quoi vous parlez quand on parle de football. Alors, ce match de demain après-midi, ce serait quand même dommage de le perdre, de fêter un anniversaire avec une défaite. Comment vous le sentez ? Bien évidemment, c'est un enjeu sportif, mais je suis persuadé que Pascal Duprat et son équipe sont déjà, je dirais, et frissonnent d'impatience à l'idée de rentrer dans ce stadium plein pour battre l'Olympique de Marseille. Mais en dehors de l'enjeu sportif, c'est aussi un enjeu, un périmètre un peu plus large. Nous avons effectivement choisi, parce que la date de naissance du club était en mars et que Marseille était le premier match qui arrivait au stadium, nous avons choisi de faire cet événement-là quelque chose d'un peu plus grand, avec une symbolique plus importante. Ça sera le rendez-vous de tous les amoureux du football et du TFC demain. Alors on en parlera en détail dans un instant, mais on va essayer de comprendre comment s'articule votre travail de président délégué avec celui d'Olivier Sadran, président propriétaire. Comment est-ce que ça se passe, cette coordination entre vous deux ? Mais déjà, c'est une collaboration et je dirais un modus operandi qui fonctionne depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Les fonctions sont très claires, la répartition des rôles aussi. Il y a, je dirais, un chef, un actionnaire, un président, et je suis en charge avec l'intégralité des équipes que j'ai la chance de pouvoir animer au quotidien. Je dirais, je suis en charge de la mise en œuvre de la politique générale, qu'elle soit en termes de communication, en termes juridiques, en termes d'organisation. Voilà, nous avons là aussi une équipe beaucoup moins connue, mais qui mérite effectivement de nombreux compliments. Donc on a compris, président Sadran, Premier ministre Jean-François Soucas. Alors est-ce que vous êtes du genre interventionniste ? En gros, est-ce que vous donnez votre avis à Pascal Duprat ?
Non, non, bien évidemment. Je crois que la cohérence et la légitimité d'une fonction, elle se gagne en laissant chacun des interlocuteurs, chacune des collaboratrices, voilà, opérer sur ce qui fait sa valeur ajoutée. En l'occurrence, Pascal Duprat est particulièrement compétent. Il serait très prétentieux de notre part de lui amener le moindre conseil. Bon, on va le recevoir dans quelques instants, mais est-ce que vous êtes un habitué du vestiaire lors des avant-matchs ? Ça va peut-être vous étonner, mais pas spécialement. Je considère, et je fais partie de ces gens peut-être parce qu'ils ont eu la chance de connaître ces moments-là, voilà, que c'est un moment un peu privilégié qui doit être partagé principalement avec les acteurs, dont je ne suis plus. Bon, en tout cas, le vestiaire est un lieu particulier où beaucoup de choses se jouent, se disent, se vivent. Un endroit en tout cas secret car réservé aux joueurs et au staff. Mais aujourd'hui, à émission exceptionnelle, séquence exceptionnelle, Christophe Nédart va nous faire visiter l'antre des Violets, leur vestiaire du stadium. Pierre-Jean, vous le disiez, c'est très rare qu'on puisse rentrer dans les vestiaires du TFC. Allez, on y va, on va aller découvrir l'antre des Violets. Et pour nous faire visiter le vestiaire du TFC, on a un invité exceptionnel, un guide exceptionnel, c'est Jean-Daniel Akpa-Akpro. Bonjour Jean-Daniel, merci de nous recevoir dans l'antre des Violets. Ici, chacun a sa place. Tout à fait, chacun a sa place. En début de saison, c'est Jacques Hutelière, l'emblématique intendant du TEF. On va le voir plus tard. Qui nous situe et qui demande aux joueurs où on veut se mettre. Et en général, on choisit nos places par affinité. Et comme ça, on est bien avant le match et on peut bien rigoler, être de bonne humeur pour attaquer sur le terrain. Est-ce que les joueurs ont des habitudes, des rites avant un match? Oui, il y en a qui écoutent la musique, il y en a qui vont se préparer en soins avec les kinés, il y en a qui vont se préparer au niveau de la muscu. Chacun a son petit rituel. Après, il y en a qui rigolent, qui parlent. Et voilà, c'est comme ça avant les matchs. Vous nous faites visiter le vestiaire? Il n'y a pas de souci. On y va. Tout d'abord, ici, c'est la salle des kinés. C'est ici que les joueurs se font masser, mettre les straps et prendre de temps en temps des médicaments pour, par exemple, les maux de tête et tout ça. C'est ici que tout se passe, avec les kinés. C'est le lieu des petits bobos. Voilà, tout à fait. Ici, c'est la salle d'avant-match. On se prépare ici. Il y a les douches ici. C'est là qu'il y a les tapis, et on fait nos stretching, la gym et tout ça. Après, c'est l'endroit pour après-match. Normalement, ici, il y a le bain froid qui est installé, avec le bain chaud. Par exemple, pour une montée ou pour un événement spécial, c'est ici qu'on vient tremper notre entraîneur ou le président. L'entraîneur se retrouve là. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai jamais vécu ça ici et j'aimerais bien le vivre cette année. Donc pour l'instant, pas de bain pour Pascal Duprat. Pas du tout, pas encore. Alors, Pascal Duprat est connu pour ses causeries d'avant-match. On se souvient évidemment tous de la causerie avant le match d'Angers. À la mi-temps et surtout après le match, il prend souvent la parole. Comment ça se passe avec lui? En fait, on croit vraiment que c'est quelqu'un qui motive, mais aussi c'est un grand tacticien. Il réfléchit beaucoup et il nous met des stratégies en place. À chaque fois, il y a des petits réglages au niveau des joueurs qui changent de l'équipe adverse. Et c'est ici que tout se passe. Et franchement, c'est un grand tacticien et il est très, très, très fort et très malin. Et c'est quelqu'un qui est connu pour trouver les mots. Les mots justes pour vous nous motiver. motiver. Et comme on a pu le voir pour le match d'Angers, qui nous a motivés, il nous a transcendés. Et franchement, c'est un plaisir d'être entraîné par un coach comme ça. Donc à quelques minutes du match, dernière petite causerie tactique. Et après? Le sprint final, c'est là que l'arbitre de touche nous appelle. Le capitaine sort en premier, vérifie ses équipements. Et après, toute l'équipe suit et c'est parti. On attend quelques secondes avant de rentrer sur le terrain. Et justement, nous sommes au bord du terrain avec Pascal Duprat qui est donc venu nous rejoindre. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors vous êtes entraîneur du TFC, faut-il le rappeler, depuis mars 2016, mais vous aussi vous êtes un ancien footballeur professionnel. Vous avez une carrière de 10 ans comme attaquant dans les années 80 et je vous propose de revoir une petite séquence qui devrait vous faire plaisir. Vous avez marqué 24 buts dans votre carrière, je pense que celui-là c'est l'un des plus beaux. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous jouiez alors à Mulhouse, c'était contre Amiens en 1986, une belle frappe de 25 mètres sous la barre. C'est sympa comme but ça. C'est un but de gaucher. Une frappe qu'un coup, comme on dit. Voilà, il faut la montrer à Bodiger, cette action. Oui, bon, on vous lui montrera tout à l'heure parce que Yann va venir nous rejoindre dans un instant. Alors, on sait que l'activité d'entraîneur est très vaste entre la préparation technique, physique, tactique ou encore la gestion humaine. Mais il se passe aussi beaucoup de choses dans un vestiaire avant match. Est-ce que c'est pour vous un moment crucial dans la vie d'un groupe ? Pour le groupe, oui, certainement. Pour l'entraîneur que je suis, l'avant-match, c'est long.
parce que j'ai le sentiment que j'ai plus grand-chose à faire. Je parle de l'avant-match, bien sûr, pendant que les joueurs se préparent, avant le réchauffement. Voilà, le gros de ma mission est terminé à ce moment-là. Donc j'égrène les minutes comme je peux. Donc je reçois souvent la visite du président délégué et de l'actionnaire principal. Et bien, on discute et ça me permet de voir le temps défiler. Bah alors on sait que Jean-Louis Akpakpro l'a signalé, hein, vous êtes un homme qui a un parler particulier. Sur quelle corde est-ce que vous aimez jouer avec vos joueurs? Est-ce que c'est plutôt l'émotion, la tactique, la motivation? L'aspect tactique est important, l'entraînement proprement dit aussi bien sûr, et puis après ça dépend aussi de votre ressenti, de ce que vous avez puisé au travers de vos expériences de joueurs. Voilà, moi pour ma part j'ai rayé tout ce qui m'a déplu des entraîneurs que j'ai eu la chance de côtoyer, et j'ai gardé ce qui m'intéressait. Et puis ensuite il y a votre empirisme. Aussi, vous faites souvent appel à ce que vous avez appris, à votre éducation. À mon avis, coacher des joueurs de foot, c'est pour ma part comme si on éduquait nos enfants. Comment est-ce que vous expliquez votre succès au TFC depuis votre arrivée et le sauvetage de l'an dernier? Succès, c'est un bien grand mot. Disons que tous les succès sont revendiqués par les joueurs à juste titre. Donc ce sont les joueurs qui gagnent les matchs, toujours ces acteurs-là. Et puis pour ma part, je suis responsable des défaites, donc j'essaye de perdre le moins possible, mais je perds beaucoup trop. Oui, malheureusement, comme tous les entraîneurs, je pense que tous les perfectionnistes pensent qu'ils perdent de trop. On va évoquer un petit peu quelques instants la causerie avant le match contre Angers. Comment est-ce que vous expliquez qu'elle soit devenue quasiment mythique désormais? En fait... Il s'est passé quelque chose de particulier ce soir-là, vous l'avez senti? Il faut aussi dire que c'est peu commun de voir ces causeries diffusées. Donc j'ai voulu rendre à Canal+ ce qu'il m'avait donné, donc une de vos chaînes concurrentes. Mais amis, vous inquiétez pas. Amis. Et si cette causerie a été immortalisée, c'est parce que le président Sadran a accepté que les caméras tournent pendant 3 jours. Voilà, et il se trouve que cette causerie elle ressemble à aucune autre parce que chaque fois il faut se renouveler. Oui, le renouvellement, on sait que c'est ce qu'il y a de plus dur hein, quand on veut durer dans le rôle qui est le vôtre. Est-ce que vous êtes du genre à réagir à chaud après les matchs, ou est-ce que vous préférez attendre le lendemain pour dire à un de vos joueurs qu'il n'a pas rempli totalement la fonction que vous attendiez de lui? Généralement j'attends, mais il m'arrive quelquefois de m'exprimer, mais c'est jamais individuel après les matchs. Alors sur le match de demain, match ô combien particulier, est-ce que vous allez axer votre causerie sur l'histoire du club, ce match anniversaire, les 80 ans qu'il y a derrière nous, ou plutôt sur l'actualité comme n'importe quel autre match? Je vais faire référence à cette date anniversaire, à cet événement, ça c'est certain, mais je vais ne pas faire que parler de cela, bien entendu. Je pense qu'il est important que les joueurs professionnels s'imprègnent du passé, parce qu'un club, en tout cas celui-ci, en est l'éclatante démonstration, a existé avant nous, existera ensuite. Nous, on est des acteurs du moment contemporain et tout ce qu'on souhaite, c'est marquer l'histoire de ce club comme nos glorieux prédécesseurs. Merci Pascal, on vous retrouvera un peu plus tard dans cette émission. Alors on le disait tout à l'heure, hein, ce match TFC-OM prévu demain ici sera le point d'orgue de cet anniversaire, mais ce ne sera pas le seul. Voyons donc ce qu'a prévu le club pour l'événement avec Serge Gian. Pour recevoir Marseille au Stadium, les footballeurs toulousains ne porteront pas leur maillot habituel. Un match exceptionnel, tenue exceptionnelle. Celle-ci a été spécialement créée pour l'événement. Le blason est le résultat d'un concours lancé par le club sur son site internet. 600 candidats, un vainqueur. Julien Labazui. Ce designer de 24 ans a dû quitter la Ville Rose pour son métier. À Paris, il reste un fidèle supporter des Violets. Moi, c'est vraiment une fierté aujourd'hui de me dire que le blason que j'ai créé va être porté par les joueurs lors d'un match, qu'il y a un maillot qui a été créé avec mon blason au niveau du cœur des joueurs, qu'il y a beaucoup de supporters qui ont apprécié ce blason. C'est un véritable honneur. Ouais. Les célébrations de l'anniversaire donnent l'occasion aux dirigeants de mobiliser toute une communauté. Des supporters jusqu'aux joueurs, à l'image de cette séance photo où chacun illustre à sa manière une période différente de l'histoire du club.
on repart sur un peu la composition du premier chapitre avec des vignettes et des photos. La maison d'édition toulousaine Priva a demandé à l'ancien journaliste de La Dépêche, Patrick Boudreau, de retracer 8 décennies de football au travers d'un livre. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture que le TFC est complètement lié à l'histoire de la ville de Toulouse. Il en fait partie, c'est quelque chose qui, moi, m'a surpris. Si le livre ne sera commercialisé qu'en septembre, le maillot collector est déjà en vente. La grande fête des 80 ans aura lieu dimanche à 15h au Stadium, à l'occasion du match de championnat Toulouse-Marseille. Et justement, Jean-François Soucas, quel est le programme détaillé des animations prévues demain pour ce match TFC-OM ? Alors, je dirais le contenu est riche, un peu comme l'histoire du club, et je dirais à l'image de tous les prestigieux, à la fois joueurs, entraîneurs, dirigeants qui ont construit cette histoire-là. On a essayé de répondre un peu à toutes les attentes. Il y aura bien évidemment tout un tas d'animations à destination des enfants, avec des fêtes foraines, des stands de maquillage. Il y a aussi, parce que qui dit anniversaire dit cadeau, le TFC a prévu un peu plus de 50 000 cadeaux et goodies pour tous les heureux spectateurs. Généreux TFC. Tout à fait, j'insiste. Et puis aussi parce qu'un anniversaire des 80 ans en particulier ne peut s'imaginer sans refaire et recréer un lien avec les événements forts dont on parlera sûrement plus tard. C'est qu'il y aura évidemment une exposition de tous les maillots emblématiques. J'en profite pour remercier par avance Didier Pitor pour son aimable et très cohérente contribution. Et puis, on n'imagine pas un anniversaire sans le retour de têtes connues et reconnues qui ont illuminé nos soirées du Stadium. Bon, je crois qu'il y a notamment Beto Marsico qui est prévu, mais je dis rien. Alors, Didier Pitor, Jean-François Soucas vous a parfaitement introduit. Vous êtes auteur du livre Toulouse Football Club de 1937 à nos jours. Vous êtes surtout un fervent supporter du TFC, donc son historien également. Alors, vous l'avez compris, on va parler d'histoire maintenant sur la création notamment du TFC. Ce 20 mars 1937, qu'est-ce qui s'est passé, Didier? Racontez-nous. C'est le jour où le TFC est né. Il faut remonter l'histoire où monsieur Loriol, qui fut le premier président, a voulu intégrer le football dans un pays d'Ovalie. Et alors, il a décidé, avec un parrainage du FC7, de venir faire des matchs d'exhibition, de propagande, des matchs amicaux du FC7 sur Toulouse, notamment, et contre l'équipe de Vienne, Jostria de Vienne, l'équipe de Budapest à l'époque. Et 10 000 Toulousains environ viennent voir les matchs. Et donc, c'est là qu'il se dit, les Toulousains aiment le football. Pourquoi pas faire un club pro à Toulouse? Et c'est là qu'au 9 numéro des Arcades, place du Capitole, le 20 mars, est affilié à la 3F, le club pro Toulouse Football Club, qui vient de naître ce jour-là. Vous avez vu, il est très pointu, hein, Didier. Combien de temps pour le TFC pour arriver dans l'élite entre la création du club et son évolution au plus haut niveau? Alors il débutera donc en Ligue 2, mais après la guerre est là. Il y a un championnat de guerre, zone occupée, non occupée, donc c'est pas évident. Mais pour remonter dans le club des grands avec la première division, il faudra attendre 10 ans, la saison 46-47, où là pour la première fois le TEF joue parmi les grands. Alors on évoquera tout à l'heure les grands matchs, notamment le titre, la Coupe de France de 57, mais le club a failli disparaître à plusieurs reprises, notamment dans les années 60. Dans les années 60, il y a une fusion avec le Red Star. Tout à fait, on est en 1966. Red Star, c'est Saint-Ouen. Hein. Tout à fait, c'est une fusion très lointaine. Enfin, on a appelé ça fusion, mais le président de l'époque, M. Domingue, avait du mal à ficeler le budget. C'était très difficile et donc il a voulu vendre tous ses joueurs tout simplement au Red Star, qui sont partis à Paris. Et donc les supporters étaient un peu frustrés parce qu'on nous a dépossédés du TEF. Et donc pendant 3 saisons, il n'y a plus de match au Stadium. Et c'est en 1970 que M. Buzikeli fait renaître le football dans le Stadium avec l'UST, l'Union Sportive Toulousaine, qui jouera avec les couleurs sang et or, les couleurs un peu de la croix occitane. Et ce 9 saisons en Ligue 2 où le TEF n'est ni dans les premiers ni dans les derniers, mais dans le ventre bout du championnat. Et donc on a voulu faire un petit peu le buzz, et le nouveau président à l'époque, M. Garrigue Visantin, décide donc de reprendre l'appellation d'origine, TFC, Toulouse Football Club, et de faire le buzz en disant pourquoi pas la Cité des Violettes jouant en violet. Et c'est là donc en 79 qu'on portera pour la première fois ce maillot. Et ça dure toujours. Alors pour continuer de remonter le temps vers le présent, je vous propose de revenir quelques instants sur un événement qui a fortement marqué l'histoire du club et qui s'est déroulé à quelques dizaines de mètres de nous. On va retrouver Christophe Nédard sur ce point précis. Regardez.
Ce point de pénalty, Pierre-Jean, est entré dans l'histoire du club car c'est dans cette surface de réparation qu'a eu lieu la désormais mythique séance de pénalty lors du match TFC-Naples. C'était le 1er octobre 1986. On jouait les 32e de finale, retour en Coupe de l'UEFA, souvenez-vous. Diego Maradona s'élance et Philippe Bergerot finalement parvient à arrêter son tir au but. Le TFC qualifié, le stade est en liesse. Évidemment, ce moment, vous l'avez dit, a contribué à la légende du club et a forgé l'histoire du stadium. Et ce match de 1986 fait bien sûr partie des grands moments que nous avons choisi de vous faire revivre en images maintenant, mais ça n'est pas le seul. Eric Korevitz a choisi également 3 autres rencontres qui ont marqué l'histoire des Violets. Voici donc son choix. Octobre 1986, la place du Capitole en ébullition. Le TFC vient d'éliminer Naples lors d'un match de Coupe d'Europe qui fait passer public et joueurs violets par toutes les couleurs de l'émotion. Défait 1-0 lors du match aller, les Toulousains affrontent au stadium devant 40 000 personnes le Naples du grand Diego Maradona, récent vainqueur de la Coupe du Monde avec l'Argentine. Mais au quart d'heure de jeu, c'est Yannick Stopira qui lui vole la vedette en expédiant le ballon sous la barre. Le TFC a refait son retard et tient le choc jusqu'au bout des prolongations. La séance de pénalty est un modèle de scénario à suspense avec Stopira dans le rôle du tireur malheureux et Philippe Bergerot dans celui du capitaine courage. Vient alors le dernier tir au but décisif. Maradona se présente et on savait que Maradona, sur les pénaltys, il prend sa course lentement pour prendre les informations sur le gardien de but et pour le mettre chaque fois à contre-pied. Tarantini, il hurlait, quoi, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Quoi. Il frappe, et bon, il frappe le poteau, ça revient sur ma cuisse et puis ça sort. Je vois Maradona qui se prend la tête. Est-ce que c'était le 4e penalty? Je ne savais plus. Est-ce que c'était le 5e? J'entends le public crier et puis je vois tous les joueurs qui viennent vers moi. Et là, oui, ça y est, on est qualifié. Et c'est pour ça que j'ai demandé aux joueurs à la fin du match de rester sur la pelouse, de remercier le public, parce que sans le public, on ne passe pas. On ne passe pas. Une marée de supporters déferle sur la pelouse du stadium. Nous sommes en 2003. Dernier match de la saison, le TFC est sacré champion de France de Ligue 2 grâce à ce but, signé Thibaut Giresse. La génération dite des Pitchouns permet au club de retrouver la Ligue 1. On avait tous quasiment 20 ans de moyenne d'âge. On était encadrés par 4 anciens à l'époque qui étaient Christophe Revaux, William Prunier, Stéphane Lièvre et Anthony Bancarel. Donc voilà, ça fait un petit groupe, une osmose qui a pris de suite. On avait déjà fêté l'accession la semaine d'avant, mais là on finissait d'accomplir quelque chose d'énorme puisqu'on venait d'enchaîner deux montées consécutives. C'était pas évident. Ce match-là et la soirée qui a suivi restera des moments forts de ma carrière. 13 ans plus tard, les supporters du TFC envahissent cette fois les rues d'Angers. Le club y joue sa survie en Ligue 1 lors du dernier match de la saison. Plus d'1 millier de fidèles ont fait le déplacement. Au bout d'un match épique, ponctué de coups d'éclat dans les deux sens, le club se maintient après un but quasi miraculeux. On voit Bodiger qui va tirer un coup franc. On n'a jamais vu Bodiger avant cela tirer un coup franc. Donc on se dit bon, ok peut-être. Et après il le met et là c'est l'explosion. Déjà on fait le but et là je me retourne. Et je vois vraiment tout le parcage qui est en pleurs, tout le monde est en larmes. Sur les 1200 Toulousains qu'il y avait là-bas, il y en avait au moins 800 qui étaient en larmes. C'est vraiment énorme. 3 matchs phares du TFC qui illuminent encore les yeux des joueurs ou des supporters qui les ont vécus, toutes générations confondues. Et plusieurs générations de joueurs du TFC sont avec nous puisque Philippe Bergerot nous a rejoint. Philippe Bergerot qui a été gardien ici au Toulouse Football Club entre 83 et 88. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Yann Bodiger qui représente la relève, à peine 20 ans et joueur actuellement au TFC. Alors on va évoquer tout d'abord le titre de 1957, le seul titre du club. Comment ça s'était passé cette rencontre ? C'était un match extraordinaire, c'était une finale à Colombes, la première de Toulouse, puisqu'il n'avait jamais joué auparavant. Et ce fut la plus prolifique, car il y a eu 9 buts, 6-3 pour Toulouse. La 50e, on va fêter la 100e Coupe de France, c'était la 50e, pour la première fois arbitrée par un arbitre anglais.
Match grandiose, avec une petite anecdote, puisque le même week-end, en Angleterre, Aston Villa gagnait la Coupe anglaise. Et il était de bon ton à l'époque que le vainqueur de la Coupe de France rencontre le vainqueur de la Coupe anglaise. Et donc nos Toulousains, valeureux vainqueurs, ne sont pas rentrés le lendemain avec la Coupe place du Capitole. Ils sont restés 3 jours à Paris pour jouer ce fameux match contre les Anglais qu'ils ont gagné et sont arrivés donc 4 jours après à la gare Matabio, un grand vainqueur avec la Coupe de France. Bon, et un grand vainqueur aussi, c'est en 86. Philippe Bergerot, est-ce que on a revu ces images, est-ce que c'est toujours présent à votre esprit cette rencontre plus de 30 ans plus tard? Mais disons que cette rencontre est présente quand on m'en parle. Mais sinon, je la garde dans ma mémoire. Hein. Alors, on va voir tout de suite des images de cette rencontre. Vous avez été décisif, pas simplement sur le pénalty, hein, puisque là on voit notamment une percée d'un Italien qui se présente tout seul face à vous. Heureusement que vous étiez là ce soir. Mais disons qu'on avait fait un très bon résultat en match aller, quoi. Hein, on n'avait perdu que 1-0. Donc ça nous laissait espérer pas mal de choses. J'étais persuadé qu'avec le public toulousain, on avait la possibilité de faire quelque chose de grand. Alors le fait qu'il y ait Maradona en face, évidemment, ça renforce le côté grandiose de cette victoire. Hein. Oui, mais surtout la série de pénalty, parce que on était très très mal parti. Stopira qui loupe le sien. Oui, après il marque pratiquement 3 buts d'affilée. Je ne touche pas un ballon. Alors ce qui est compliqué, c'est que tout le stade scandait mon nom. Hein, donc j'avais une pression énorme. Et le quatrième, je l'ai arrêté. Et puis après, ça a été très vite. Jean-Jacques Marx a marqué. Et derrière, Maradona l'a raté. Alors, il y a peu de gens qui le savent, mais Yannick Stopira ne se sentait pas très bien avant cette rencontre. Et vous avez une méthode radicale pour remotiver un joueur. Racontez-nous. Disons que Yannick, avant le match, est venu me voir en me disant qu'il ne se sentait pas bien. Et il était mou. Donc, je lui ai dit qu'il ferme les yeux, qu'il respire profondément. Et puis, à la deuxième respiration, de se concentrer. Et puis, il a pris une baffe. Donc, il est parti sur le terrain avec sa avec une baffe dans le visage, et ça lui a plutôt réussi, hein, parce que c'est lui qui marque le but. Oui, ça lui a réussi. Je pense qu'il y avait une bonne équipe, et puis il y avait énormément de respect pour ce maillot et cette croix occitane, parce qu'on était pas mal de joueurs du coin. La fête qui a suivi derrière, elle a été mémorable aussi? Pas trop, parce qu'on jouait 3 jours après à Nantes, et le souvenir que j'ai, c'est que quand on est sorti à l'échauffement à Nantes, tous les gens se sont levés pour applaudir les Toulousains. Ah, c'est sûr. Et Jean-François, il s'en souvient de cette rencontre? Oui, alors j'étais un peu plus jeune, hein. Ouais, oui, on le sait. Mais j'ai des souvenirs. Alors malheureusement, j'étais pas dans le stadium, mais effectivement, c'est un souvenir qui a marqué tous les amoureux du TFC. Yann, ça vous dit quelque chose ce match de 86? Sincèrement, pas du tout. Il n'était pas né. Il n'était pas né, on l'imagine. Alors, c'était un match de Coupe d'Europe, hein, ce match contre Naples. Je voudrais qu'on évoque également l'unique qualification pour la Champions League du TFC. Hein, c'était en 2006. Après un dernier match de championnat mémorable aussi ici au Stadium. C'était contre Bordeaux. Une victoire 3-1 lors de la dernière journée de championnat avec un triplé d'Elmander. C'est l'un de vos matchs favoris, Jean-François? Oui, sûrement, parce qu'on a connu à ce moment-là tout ce que le sport peut procurer d'émotions intenses, voire violentes, puisque ce match-là, on le démarre à la 6e position, et par à la fois la performance et le triplé de Johan, mais aussi un concours de circonstances assez improbable avec des résultats sur les autres terrains. Voilà, le TFC se retrouve à une inimaginable 3e place encore quelques minutes avant. Philippe, c'est des rencontres que vous avez suivies. Vous continuez à suivre le TFC aujourd'hui? Oui, on a eu très peur la saison passée. Je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à Pascal pour ce qu'il a réalisé. Et puis, vous savez de quoi vous parlez, hein, parce que vous avez été entraîneur également. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir, je discutais avec lui, il faut avoir une énergie exceptionnelle pour réaliser des performances comme ça. Après, c'est vrai que oui, c'est le club de ma région, c'est l'Occitanie, et puis j'adore Toulouse, j'adore la ville de Toulouse. Alors on va évoquer aussi un moment qui a été douloureux, hein, c'était la rétrogradation en national, mais qui, comme souvent à quelque chose malheur est bon, a permis de voir éclore une génération, ceux qu'on appelait les pitchouns. Didier, racontez-nous un petit peu qui étaient ces pitchouns. Tout à fait, la génération de M. Mambaers, c'était le terreau du TFC, puisqu'on n'avait plus qu'un an pour avoir le statut pro, et en national, on avait quand même un grand hommage à 4 joueurs qui sont restés pro pour les entourer: Christophe Revaux, William Prunier, Stéphane Lièvre, Anthony Bancarel, et l'année après Nicolas Dieuze. Et donc ils ont fait 2 années successives de montée pour revenir en Ligue 1 avec Thibaut Giresse, Massé, Forêt, plein de jeunes qui ont tiré vers le haut et qui ont fait une saison extraordinaire et qui ont
sauver le club. Et qui ont permis surtout de retrouver l'élite. Yann, ça, les pitchouns, ça vous parle ou pas encore? Oui, ça, quand même. Ça vous parle. Alors vous aussi, on pourrait vous surnommer pitchoun, hein, puisque vous avez été formé ici au sein du club. Et c'est vous qui, l'an dernier, avez permis au TFC de rester en Ligue 1. Racontez-nous ce coup franc qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Le supporter dit que Bodiger ne tire jamais de coup franc. Pourquoi vous le tirez alors? Oscar, qui les tire normalement très haut, me dit qu'il ne se le sent pas et me dit de le tirer. Voilà, après, je veux le tirer fort au premier poteau comme ça s'est passé. Et voilà, il y a de la réussite. Après, vous dites que c'est moi, mais c'est le travail de toute une équipe, de tout un groupe. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le travail de Pascal Duprat aussi. Alors, quel esprit règne ici au TFC? Est-ce que cette histoire, elle est importante? D'abord pour vous, Yann, vous avez dit que vous ne vous rappelez pas du match de 86, mais est-ce que le poids historique du club, ça parle à un joueur qui a votre âge aujourd'hui dans un club de première division? Oui, ça. Voilà, quand on arrive ici au TFC, on nous parle de l'histoire de ce club, de ce qui s'est passé. Et on s'appuie sur les jeunes qui sont formés ici aussi, de tout ce qui s'est passé pour nous mener vers le haut. Et donc voilà, on en apprend pas mal sur cette histoire et on a envie de la continuer. Didier, TFC, ça veut dire quoi pour vous? TFC, ça veut dire Toulouse Football Club, mais aussi ta famille de cœur. C'est une belle image, ça, Philippe, parce que vous cautionnez cette appellation? Oui, complètement. Je crois que j'ai connu 3 clubs professionnels, mais j'ai été terriblement marqué par le TFC. Terriblement, positivement. Oui, bien sûr, oui, positivement. Oui. Jean-François, l'esprit de famille, me disait Didier, parce que c'est vrai qu'ici, on a quand même eu un père et un fils qui ont joué au club, les Giresse, 2 frères aussi, les Passy. Plusieurs fois, on a eu des frères Alain Francky de Casères, Marcel et Jeanne, dans les années 50. On a eu Franck et Gérald Passy qui ont joué aussi ensemble, mais aussi on a des frères qui sont successivement venus. Je pense à Sylvain et à Étienne Didot, par exemple. Donc il y a ce côté intergénérationnel qui est très très positif. Et donc aussi M. Cahuzac qui a joué au TFC, qui a gagné la Coupe de France et qui est venu en tant qu'entraîneur en 82 faire monter le club en Ligue 1. Donc on voit que c'est très important ce lien. C'est une drogue forte, le Toulouse Football Club, Jean-François? C'est pas moi qui vais dire le contraire. Oui, vous avez été formé ici, joué, maintenant président. Tout à fait, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est en dehors des liens familiaux, c'est que la communauté TFC, elle est large, elle se déploie, elle continue à grandir, et je crois qu'elle est reconnaissante aussi d'une certaine forme de continuité. Voilà, le centre de formation, l'engagement, le combat, l'idée de ne pas renoncer dans la difficulté, Dieu sait si ce club en a connu. Je crois que ça fait partie des traits auxquels s'attachent tous les amoureux du foot. Yann, on parle du centre de formation. Comment ça s'est passé, vous? C'était bien le centre de formation du TFC? Oui, c'est une véritable école de vie. Voilà, on nous apprend de belles valeurs et au-delà d'être un footballeur, on nous apprend à être un homme. Et c'est ce qu'il faut, je pense, et on le fait bien ici à Toulouse. Merci Yann, merci Philippe, merci Didier. Et cette tâche primordiale de former de nouveaux joueurs, elle a été confiée ici à un ex-joueur encore du TFC qui était milieu de terrain. Il s'appelle Rémi Lauré. Rémi qui est à côté de Christophe Nédart. Oui, Pierre-Jean, nous voilà au centre de formation Gérard Rabier. C'est le centre de formation du TFC qui a été inauguré en 2005. Et c'est le directeur actuel, Rémi Lauré, qui nous accueille. Bonjour. Rémi, merci de nous recevoir ici. Vous bénéficiez d'un très bel outil ici au TFC. Oui, c'est vrai qu'on a un bâtiment de 3500 m² qui est très fonctionnel. Ça a été la volonté d'Olivier Sadran, lorsqu'il a repris le club, de créer un lieu de vie unique autour du stadium. Et c'est vrai que la construction de ce bâtiment fait qu'aujourd'hui, on travaille dans de très très bonnes conditions. Tout se fait ici, pour tout ce qui est partie sportive. Par contre, nous avons souhaité externaliser notre scolarité puisque les jeunes sont rattachés au Crêpes de Toulouse avec les sportifs de haut niveau et ils sont scolarisés au lycée Bellevue en horaire aménagé. Donc, mais c'est une volonté du club et des gens qui œuvrent au quotidien de voir nos jeunes aussi aller à l'extérieur du centre de formation pour continuer à vivre entre guillemets une vie normale. D'ailleurs, les jeunes, certains d'entre eux en tout cas, vivent ici, vivent au centre de formation, ils ont leur chambre. Tout à fait, c'est 11 mois sur 12. Pratiquement 7 jours sur 7, où on a entre 40 et 50 jeunes en internat. Donc on a une responsabilité importante de les accueillir, parce que pour certains, la plupart, ils sont mineurs. C'est le fameux double projet, c'est-à-dire il y a d'un côté le football, mais aussi, avant toute chose, aussi la vie scolaire. Oui, la vie scolaire, ça fait partie de l'ADN du club. Ça a toujours été la volonté du club, outre le fait de former des bons footballeurs, c'est de former des citoyens responsables. Donc oui, on porte une attention particulière sur la scolarité, la réussite scolaire.
On a eu 94% de réussite au bac l'année dernière. Donc, on va dire un projet exigeant dans le domaine sportif, mais aussi dans le domaine scolaire. Je vous propose qu'on aille voir les jeunes. Oui. Donc Rémi, là on arrive au terrain d'entraînement du centre de formation. Oui, on a donc un terrain en herbe plus 3 terrains synthétiques. Ce qui nous permet en fait de pouvoir entraîner des U6 jusqu'à la CFA2, l'ensemble des joueurs du club sur un même lieu. Donc c'est intéressant pour créer de la cohésion, pour créer une identité du club aussi. On a des gens qui sont tous les week-ends au bord des terrains pour observer les meilleurs joueurs du département et de la région. Mais aussi on a créé des liens avec des clubs amateurs du département et de la région Occitanie pour justement on puisse créer de l'échange déjà entre les éducateurs et puis aussi pouvoir bénéficier à un moment donné de leurs meilleurs joueurs lorsqu'ils sont prêts à venir chez nous. Par contre, il y a peu d'élus au final. Oui, même si au TFC, il y en a plus qu'ailleurs, parce que ça fait partie de la stratégie du club, de former des jeunes et de les faire évoluer au plus haut niveau. On veut dire que la moyenne nationale est à 30% de réussite. On est aujourd'hui pratiquement sur la dernière génération 97 à pratiquement 50% de réussite. Donc voilà, c'est valorisant pour l'investissement de l'ensemble des éducateurs du club, l'investissement aussi de la direction dans l'outil, mais aussi au quotidien dans le fonctionnement. Mais ce n'est que le début, parce qu'aujourd'hui on est dans un secteur assez concurrentiel. Beaucoup de clubs professionnels travaillent très bien en termes de formation et on se doit, nous TFC, de continuer à être performants. Merci beaucoup Rémi. Voilà Pierre-Jean ce qu'on pouvait dire du centre de formation du TFC. Et un centre de formation qui a eu comme directeur également Jean-François Soucas à une certaine époque, non ? Tout à fait, c'était mon premier retour, ma première année de retour au TFC. Voilà, et puis on va signaler que vous avez été formé au club. On va regarder d'ailleurs une archive qui ne va pas vous rajeunir, mon cher Jean-François, puisque vous étiez à l'époque au Crêpes de l'Espinay et on vous avez suivi une équipe de France 3, enfin FR3 à l'époque, hein, ça ne rajeunit pas, était venu vous filmer à l'entraînement, mais également en famille, et ça va nous permettre de découvrir que vous étiez déjà un intellectuel puisque vous lisiez beaucoup déjà à l'époque. Alors on va parler un peu plus sérieusement du rôle d'un centre de formation dans un club comme celui de Toulouse. C'est indispensable, oui le radiocassette c'est daté, hein. C'est indispensable pour un club comme Toulouse d'avoir un centre de formation performant. Oui, tout d'abord, je ne vous remercie pas pour ce mauvais geste. Ça s'appelle un tacle, normalement, ça mérite un carton rouge. C'est important, c'est vital, parce que c'est dans les gènes du club, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, on peut s'enorgueillir d'avoir un centre de formation classé 3e en France, un des 10 meilleurs en Europe. Et bien évidemment, en dehors des convictions et les valeurs que ça permet de transmettre à tous les joueurs que nous formons, il y a aussi un poids et une réalité économique. Je dirais que les convictions, plus de pragmatisme, nous amènent effectivement à nous enorgueillir de ces résultats. Et voilà qui m'amène à présenter notre invitée, Florence Vallée. Vous êtes directrice générale adjointe ici au TFC. Vous êtes arrivée en septembre. Alors, l'économie, ça vous connaît. Le TFC, c'est un budget de 39 millions d'euros, c'est-à-dire entre la 10e et la 12e place de Ligue 1. Mais si on regarde la masse salariale des joueurs, on remonte vers le 5e ou 6e rang de Ligue 1. Est-ce que c'est facile de boucler un budget comme celui-là quand on est un club de première division ou de Ligue 1 aujourd'hui ? C'est pas toujours facile, non, mais je dois dire que après les 2 dernières années assez difficiles qu'a connu le club, l'équipe et les résultats aujourd'hui nous y encouragent. On est sur une progression, on va dire, selon les secteurs qui relèvent de ma compétence, de 10 à 12 à 15%. Donc c'est plutôt des très bons signes et très encourageants. Alors comment est-ce qu'on réussit à augmenter son budget ? Il faut vendre des joueurs, il faut faire des économies ailleurs. Comment est-ce que ça se passe ? Alors pour la vente des joueurs, c'est à Jean-François qu'il faut s'adresser. Olivier. C'est en tout cas pour la finalisation. Donc c'est sûr que c'est le levier, je veux dire, le plus fort. Ensuite, il y a les droits télé. Et puis après, il y a tout ce qui relève du sponsoring, de la billetterie, bien sûr, parce que plus on a de monde dans ce stade, et plus les caisses du club s'en portent mieux. Le sponsoring, notamment, vous me disiez tout à l'heure que vous vouliez, et Olivier Sadran également, forcer sur l'ancrage local. Est-ce que c'est facile de trouver des investisseurs dans la région Occitanie ?
Alors en fait, la plupart du temps, on nous dit qu'on est sur une terre de rugby. Or, si j'en crois les chiffres, notamment de la formation du football dans la région, j'ai que les chiffres de Midi-Pyrénées, pas encore de l'Occitanie, mais il y a 920 clubs amateurs contre 195, me semble-t-il, pour le rugby. Ce qui veut dire qu'effectivement, la région, comme toutes les autres et comme dans le monde entier, j'allais dire, le football est un sport universel, c'est incontestable, et donc on doit pouvoir s'appuyer aussi sur ces chiffres de pratiquants et donc d'amoureux du football. Donc un sport universel, ça veut dire que le TFC ne doit pas se limiter ou limiter son économie à la région, à la France. Il faut aussi avoir une vision internationale. Comment est-ce que ça se passe dans la tête d'Olivier Sadran, dans la vôtre ? Dans la mienne, pour l'instant, l'international, je me concentre, on va dire, sur le local aujourd'hui, qui nous donne déjà pas mal de travail. Mais on sait notamment que les gros capitaux qui ont été investis aujourd'hui dans le football français, ils viennent de l'étranger. Donc, Absolument, et notamment la Chine, c'est le cas de Lille, c'est le cas de Nice. Et nous, on a des actions via la fondation avec une ville, avec un club Shenzhen en Chine. Et on accueille également en formation des jeunes stagiaires durant l'été qui donnent donc une assez belle vitrine pour le TFC en Chine. Alors vous l'avez dit, la billetterie c'est quand même un élément primordial. Comment est-ce que le TFC fait pour que aujourd'hui le supporter ne vienne pas juste pour voir le match, mais qu'on passe un moment de convivialité, comme on dit aujourd'hui ? Alors on travaille d'arrache-pied pour préparer la saison prochaine, pour améliorer tous les parcours spectateurs, qu'ils soient VIP, qu'ils soient grand public. Je dois dire que pour le match des 80 ans, on va déjà changer pas mal la donne. On a une fête foraine, on a des tas de food trucks, on distribue énormément de cadeaux aux gens qui vont venir pour que la fête soit belle. Eh bien, écoutez, je vous remercie Florence Vallée d'avoir été avec nous, puis on espère que la santé financière du TFC sera toujours aussi bonne. On est en bonne marche. Voilà, et dans ce monde de foot business, il existe encore quand même de belles histoires où l'argent n'a pas sa place. C'est le cas de celle de Jackie et de sa femme Monique. Jackie était un supporter acharné du TFC et il est devenu, il y a 30 ans maintenant, l'intendant du club, poste qu'il occupe toujours aujourd'hui, bien aidé par sa femme, c'est sûr, et tout cela avec le statut de bénévole. Christophe Nédart est donc avec ce couple exceptionnel au centre technique du TFC, là où s'entraînent les pros. Oui, Pierre-Jean, nous voilà au centre technique du TFC. C'est très rare qu'une caméra puisse entrer dans ce bâtiment. Je suis en compagnie de Jackie et de Monique. Jackie, on est où ici ? Les joueurs m'appellent cette pièce la caverne d'Ali Baba, parce qu'ici je stocke tout le matériel pour les entraînements, pour les matchs de toute la saison. À quoi sert un intendant ? Principalement maintenant, ce que je fais, c'est surtout m'occuper de tout ce qui est équipement. Vous connaissez donc parfaitement toutes les petites manies, les exigences des joueurs, non ? Ah, c'est sûr que... Est-ce qu'ils sont capricieux ? Et ils ne sont pas capricieux. Non, ils ne sont pas capricieux, mais ils ont certaines habitudes pour certains équipements. Alors donc, comme on sait que c'est important, avec Monique, on en prend soin et on essaie, dans la mesure du possible, de leur donner ce qu'ils désirent. Il y en a qui ont des chaussettes qui sont coupées, il y en a qui ont des cuissards spéciaux, il y en a qui ont aussi des sous-vêtements techniques qu'il leur faut. Bon, c'est tout un tas de trucs qu'on connaît par cœur parce qu'on est habitué à s'en occuper. Qu'est-ce qui vous fait venir encore au TFC ? Quand j'ai pris ma retraite, je me suis lancé, je me suis abonné, et puis j'allais voir les matchs aussi à l'extérieur. Le directeur sportif de l'époque, M. Francis Andreu, il m'a contacté un jour, il me dit « Toi, tu es un fan du club ?» Je dis « Oui, on va avoir besoin de toi. » Et puis... ça fait 30 ans que ça dure. Et que ça dure. Ouais. Jackie, vous travaillez depuis 30 ans avec votre épouse, Monique. À vos côtés, vous êtes un couple indissociable. Comment ça se passe ? Quel est votre rôle ici, vous ? Alors là, moi, voyez, je suis en train de floquer les maillots pour le prochain match. Ensuite, il y a toutes les lessives à faire des joueurs. Et puis ranger, tout ça. Ça fait beaucoup de travail. Ça fait du travail. Mais enfin, c'est avec plaisir qu'on le fait. Jackie me racontait qu'au tout début, vous laviez les maillots du TFC chez vous, à la maison. Oui, c'est vrai. Je lavais dans une petite machine de ménage. Alors, vous voyez, ça faisait du boulot entre les chaussettes. Et ça m'a fait porter moins de choses que maintenant. Et ensuite, les chaussettes, une fois lavées, étendues sur un manche à balai. Demain, il y aura un match important. C'est le match TFC Marseille. Et vous avez les maillots des 80 ans, justement. Vous pouvez nous le montrer ? Alors voilà le maillot.
qui va être porté par les joueurs pour le match contre Marseille. Alors, il y a uniquement l'écusson du club qui est tout nouveau, d'ailleurs. On va les traîner. Ce maillot, il ira dans votre collection. Il sera dans ma collection, sûr. Ça, c'est certain. Parce que alors là, pour fêter 80 ans, c'est plus que ce qu'on pourra souhaiter plus tard. Et plus tard, on ne va pas en parler. Merci Jackie, merci Monique de nous avoir reçus. Voilà Pierre-Jean, peut-être un maillot qui viendra également garnir votre grande collection de maillots de football. Oui, si Jean-François Saucas m'en offre un. Pascal Duprat est revenu à nos côtés. Pascal Duprat, un ex-supporter qui travaille dans le club, c'est quelque chose qui vous touche ? Forcément, ça montre qu'il existe des gens fidèles au TFC. Et ils sont tous là depuis longtemps. Et la moindre des choses quand on est un nouveau venu, c'est de s'adapter, c'est de respecter tout ce qui a été fait ici depuis de nombreuses années. Alors quel est le rôle, selon vous, des supporters, des 35 000 et quelques supporters qui seront là demain soir ? On sait que vous avez déjà poussé un coup de gueule lors du précédent TFC-OM. Qu'est-ce que vous attendez des supporters ? Qu'ils encouragent bien sûr le TFC, qu'ils encouragent les Toulousains. Mais j'ai presque envie de dire, c'est aux joueurs de faire le maximum pour que le public se transcende également. Et puis, si les choses se passent comme je l'espère, normalement, les Marseillais vont mettre les pulls verts sur les maillots. D'accord. Bon, ok. Je voudrais pas terminer cette émission sans parler des féminines. Et oui, autrefois très minoritaire, le football féminin connaît aujourd'hui une vraie croissance avec des joueuses professionnelles. Malheureusement pas au TFC. L'équipe féminine toulousaine a pourtant été la première à disputer une Coupe d'Europe, mais elle évolue aujourd'hui en 2e division. Ce TFC version féminin est à découvrir dans ce reportage de Christophe Nedart et Eric Korevitz. Nos deux invités, on les retrouve juste après. Tous les matins, elle sillonne les rues de Toulouse. Mais Emma n'est pas une factrice comme les autres. Cette jeune femme de 24 ans est aussi footballeuse au TFC. Je travaille jusqu'à 1h15. Ensuite, je me repose un peu pour pouvoir après aller à l'entraînement le soir à 7h30. Nous ne sommes pas considérés professionnels, donc nous devons, pour subvenir à nos besoins, trouver un travail et c'est pour ça que je suis là. Bon les filles, ça va ? Oui. Vous vous rappelez ce qu'on a vu hier ? C'était pas trop mal, on va l'améliorer et on finira par le match. Comme chez les garçons, le foot s'apprend très jeune au TFC. Des moins de 7 ans jusqu'aux seniors, toutes les catégories sont représentées. Les filles s'entraînent sur les terrains synthétiques qui jouxtent le stadium. Dans les pieds, Flavie, dans les pieds. C'est Mélissa qui s'occupe des moins de 11 ans. Elle est l'une des rares éducatrices du club. Cette ancienne footballeuse du TFC porte une attention toute particulière à ses joueuses. Une fille a besoin d'être plus écoutée, un peu plus rassurée. Voilà. On va lui expliquer un petit peu plus ce qu'on recherche, on va lui donner des détails supplémentaires qu'on ne va pas donner à des garçons. Au bord du terrain, plus de mamans que de papas. Parmi elles, Céline. C'est à 4 ans que sa fille Rose a voulu jouer au foot. Chaque année, c'était je veux faire du foot. Donc on a commencé par la danse, puis le tennis, etc. Et en fait, on a compris que c'était vraiment son rêve en fait. Mais on m'a déjà traité de garçon manqué parce que je joue au foot. Mais moi, je laissais passer. Il est 19h, Emma arrive au stadium. La factrice s'est transformée en footballeuse. Après les jeunes, c'est à l'équipe 1 de venir s'entraîner. L'équipe féminine du TFC a connu son heure de gloire en 2001. Championne de France, vainqueur de la Coupe de France et surtout vainqueur d'Arsenal en Coupe d'Europe. Audrey Monicol était de l'aventure. On était le premier club français à jouer à la Coupe d'Europe, on en a joué 2. Après, il y a eu des changements au niveau du coaching et tout, et qui ont fait qu'après, petit à petit, puis le professionnalisme est arrivé et le TFC n'a pas suivi là-dessus, donc on est redescendu en D2. La 2e division, les filles du TFC y jouent depuis 4 ans. Difficile, avec un budget limité, de rivaliser avec les autres équipes. Retrouvez les joueuses intérieures, retrouvez surtout les joueuses lancées. D'ailleurs, Franck Pencassagne est l'unique salarié du club. Le nouveau coach du TFC nourrit de sérieuses ambitions pour son équipe.
Ça se développe énormément sur les autres clubs. D'Entrepoule, Dijon, Grenoble ont plus de moyens que nous. Donc effectivement, il va falloir aussi que nous on se développe à ce niveau-là. Mais voilà, il y a une volonté et je pense que d'abord des joueuses, c'est le plus important, mais également des dirigeants. De la volonté, il en faudra pour retrouver la première division et redevenir un club qui compte dans l'élite du football féminin. Pascal Duprat, vous avez regardé ce reportage avec attention. Qu'est-ce que vous pensez du foot féminin et particulièrement de l'équipe féminine du TFC ? Je peux en parler parce qu'il y a de ça un mois, je suis allé les coacher un soir et j'étais surpris par le niveau technique d'ensemble. Voilà, il y a de la qualité au TFC et elles effectuent un très très bon championnat. Elles sont coachées par un éducateur de premier plan. Donc voilà, il y a de l'avenir, d'autant que les dirigeants suivent les performances des féminines de très près. Un entraînement commun homme-femme, c'est envisageable ou pas encore ? Pas tout de suite. Bon, pour l'avenir. Voilà. Pour vos prochaines années ici au sein du Toulouse Football Club. Jean-François, une question. Les footballeuses du TFC ne sont pas professionnelles. Est-ce que c'est envisageable pour l'avenir ? Disons que le caractère professionnel, ça ne s'autoproclame pas, ça ne se décide pas. Aujourd'hui, après un passé effectivement glorieux, une période un peu plus délicate, je crois que le temps est revenu pour le TFC effectivement d'être à la hauteur des enjeux que le football féminin et des questions que le football féminin pose sur la table. Il y a des premières étapes qui ont été franchies et ça fait évidemment partie des sujets prioritaires pour le club. Bon, écoutez, on vous souhaite en tout cas une très belle journée d'anniversaire demain avec bien sûr, on l'espère, un succès face à Marseille. Et pour vous porter chance et partir avec une image positive, on va regarder rapidement en image le TFC-OM de 2006 avec le meilleur résultat des Toulousains lors de ces 30 dernières années face aux Marseillais. C'était une large victoire 3-0 grâce à 2 buts d'Elmander, encore lui, et un but d'Achille Emana. Si demain le score est le même, je pense que tout le monde signe ici, non ? Oui. Jeff ? On est d'accord, d'autant que Emana et Elmander seront parmi nous, donc on pourra en profiter. 2 invités prestigieux, donc on verra ça demain à partir de 15h ici au Stadium. Merci à tous nos invités et spécialement à Philippe Bergerot qui est venu de loin du Pays Basque. Merci au TFC et à la mairie de Toulouse de nous avoir ouvert les portes du Stadium. Merci également aux équipes techniques de France 3 Midi-Pyrénées et bien sûr un très grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur France 3 et bien sûr un très bon anniversaire au Toulouse Football Club.